Ça y est, on est en direct. Re-salut Axel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Léopoldine. Merci à tous pour les premiers qui sont connectés. Comme d'habitude, on va encore attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Ce que je vous propose en attendant, c'est que vous mettiez dans le chat. Donc évidemment, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais n'hésitez pas à mettre dans le chat un petit coucou, qui vous êtes, où vous en êtes dans votre projet de freelance, dans votre projet de formation. Est-ce que vous êtes peut-être déjà élève chez nous? Est-ce que vous êtes dans un autre centre de formation? Est-ce que vous êtes déjà freelance? Est-ce que vous utilisez déjà Fiverr? Dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Comme prestataire ou comme client. Comme ça nous permet de vous connaître. Et puis peut-être pour toi, Axel, aussi d'adapter un peu la présentation en fonction aussi d'où vous en êtes et aussi ce que vous faites comme type de prestation. En attendant, du coup, je vous présente très rapidement comment fonctionne Livestorm. Vous avez deux onglets en bas, l'onglet chat que vous êtes déjà en train de commencer à utiliser, donc pour nous dire coucou, pour répondre à des questions si jamais Axel vous propose une interaction ou tout simplement pour faire des remarques lors de la présentation. Et puis à côté, vous avez un onglet questions. Donc sans énorme surprise, cet onglet-là, c'est pour poser vos questions. Vous avez également la possibilité de voter pour les questions. Donc n'hésitez pas à animer cet onglet-là. Au niveau des questions, normalement, on les prendra toutes à la fin. Mais si je vois que les questions rentrent bien dans ce que tu es en train de dire, Axel, ou qu'elles sont super bloquantes, je me permettrai de te couper, ou alors qu'elles ont un nombre de votes illimité. Je me permettrai de te couper pour que tu puisses traiter la question un peu sur le feu avant de reprendre la presse. C'est parfait. Nickel. Hop, eh bien, on nous dit bonjour dans le chat. Je te propose qu'on attende encore 2 petites minutes avant de commencer le webinaire. Alors, on a Bénédicte, nouvelle élève au MyDay, graphisme, en train de créer sa société et elle ne connaît pas encore Fiverr. Hop. Hop, hop, hop. Eh bien, écoute, il est 12h33, Axel. Si ça te va, je te propose de démarrer tranquillement. On a Hélène, coucou Hélène, qui nous dit qu'elle a fini la formation WordPress. Et je crois même que Hélène a passé sa certification. On croise les doigts pour le résultat. Du coup, si ça te va, Axel, je te propose de démarrer tranquillement. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans notre atelier ou notre webinaire sur les 10 pièges à éviter dans les 2 premières années de freelance. Donc, avant de commencer, donc moi, je suis Axel. J'étais freelance pendant 3 ans dans le marketing digital et aujourd'hui, je suis grosse marketeur. Donc, c'est un joli mot chez Fiverr France pour dire qu'au final, je suis experte dans tous les leviers digitaux. Et mon objectif, ma mission aujourd'hui, c'est de développer le marché français, tant sur la partie freelance que sur la partie client qui viendront acheter sur notre plateforme. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Fiverr, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Mais l'agenda aujourd'hui, ça va déjà de redéfinir ensemble ce qu'est le freelancing, parce qu'aujourd'hui, on fait souvent des amalgames sur ce terme anglo-saxon. Donc, vraiment, on va se mettre d'accord sur la définition du freelancing. Et ensuite, moi, en tant qu'ancienne freelance et puis en tant qu'experte sur la plateforme Fiverr, je vous expliquerai les 10 pièges à éviter quand on se lance en tant que freelance. Parce que souvent, c'est aussi, on essaie de tout faire très bien, et puis parfois on oublie les plus importants, les choses les plus primordiales pour développer son activité dans les 2 premières années. Donc, on essaiera de voir ensemble, de hiérarchiser les priorités en tant que freelance. Donc, Fiverr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une plateforme de freelance qui est en France et à l'international et qui va connecter des freelances avec des clients qui ont des besoins, moi j'aime bien dire dans le web et dans la création. Parce qu'aujourd'hui, on couvre plus de 500 catégories, donc qui vont de la création d'un site web, notamment sur WordPress par exemple, ou sur Shopify ou que sais-je, à la définition d'une charte graphique. Vous commencez, vous n'avez pas d'identité visuelle, Fiverr, ça va être, vous allez pouvoir recruter des graphistes qui vont vous créer votre charte graphique. À la création d'une voix off, parce que vous êtes en train de faire une vidéo d'animation, vous avez besoin d'une voix off. À la création d'une vidéo dans sa globalité, l'animation d'une vidéo, et j'en passe. Donc, on va vraiment couvrir tous les métiers du web et de la création visuelle et musicale.
Et la mission que s'est donnée Fiverr au tout départ, quand ils ont créé cette plateforme, c'était vraiment de faciliter la collaboration dans le milieu professionnel. Et j'irais même plus loin, c'était de rendre aussi facile l'achat d'un service que d'un produit physique sur un site e-commerce. Je fais l'analogie avec Amazon. Quand vous allez sur un site tel que Amazon ou sur d'autres sites e-commerce qui sont très bien conçus, finalement, en quelques clics, vous pouvez acheter et valider votre prestation. L'objectif sur l'achat d'une prestation en freelance, c'est d'aller aussi rapidement que l'achat d'un produit physique. Pour vous donner quelques ratios, donc Fiverr, c'est une entreprise qui est cotée au Nasdaq, qui a plus de 1000 salariés aujourd'hui, et c'est une mission achetée toutes les 4 secondes. Vous allez me dire, c'est énorme, ça fait 8000 missions vendues par jour dans le monde, mais ce qui s'explique, c'est le fait de sa présence internationale, donc dans plus de 160 pays. Et quand on parle de mission, ça va d'une toute petite tâche qui va d'être retoucher une photo à développer et déployer une stratégie SEO, voire développer une stratégie complète de marketing digital pour une entreprise qui s'implante sur un autre marché. Donc, une mission, ça regroupe vraiment, j'aime mieux parler de projet que de mission, parce qu'on est vraiment sur un spectre qui est très large. Comme je vous le disais, c'est 160 pays, 500 catégories. Donc, j'en ai fini pour Fiverr. Moi, l'idée, c'est plus de vous parler, vous, en tant que futur freelance de demain, ou freelance déjà actuellement. Je vois qu'il y en a qui ont créé leur société, par exemple. Redéfinir ensemble, c'est quoi le freelancing? Aujourd'hui, en France, il y a 20 à 30% de la population qui est engagée dans un contrat d'indépendant. Il y a 3,6 millions d'indépendants, mais dans ces 3,6 millions d'indépendants, il n'y en a que 1 million qui sont freelance. Donc, ce qui est déjà énorme, mais c'est juste pour vous dire que le freelancing, c'est une sous-catégorie des indépendants. Un artisan est un indépendant. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. On est aujourd'hui 1 million de freelance en France. Un point aussi qui est important, c'est qu'un quart des auto-entrepreneurs sont aussi salariés. C'est-à-dire que vous êtes salarié, vous avez une passion dans un domaine, quel qu'il soit, vous pouvez aussi créer votre propre auto-entreprise pour développer des salaires, augmenter votre revenu. Donc, c'est aussi un moyen de développer une activité et d'améliorer votre salaire et votre revenu. Et aujourd'hui, quand on regarde la croissance, depuis 10 ans, on est à plus 25% d'indépendants en France. Donc, il y a vraiment un réel engouement dans ce statut d'indépendant aujourd'hui. Donc, pour dissocier bien le freelancing des indépendants, je vous disais, les indépendants, c'est une sous-catégorie, enfin, les freelances sont une sous-catégorie des indépendants et on va les définir par les prestations qu'ils exercent. On va vraiment se focaliser, quand on parle de freelancing, sur des prestations de services intellectuels. Donc, c'est vraiment du graphisme, du consulting, du conseil en strat, de la communication, du développement web, tout ce qui est lié à des prestations de services intellectuels. Un point aussi que j'aime bien relever, c'est que souvent, quand on parle de freelancing autour de soi, il y a des mots des mots qui reviennent régulièrement. Donc, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est faire ce qu'on aime, c'est l'expertise, c'est prospecter, c'est le personal branding, c'est se former, c'est son réseau. Moi, j'ai pas de réseau. Est-ce que je vais pouvoir me lancer en freelancing? C'est être un peu couteau suisse, touche à tout, parce qu'on va à la fois faire de la compta, on va à la fois de la prospection. On va devoir être très pointu dans certains domaines pour pouvoir aussi émerger. Puisqu'on a vu, on a 1 million de freelances, donc on va forcément avoir aussi une compétition qui sera peut-être importante. Et puis, c'est aussi le fait de ne pas avoir de chef, d'être son propre chef. Donc aussi, il faut avoir une certaine discipline, une rigueur pour le matin se lever et puis essayer de générer un revenu. Donc, est-ce que être freelance, c'est un long fleuve tranquille? Si on posait la question aux freelances actuels, je pense qu'on aurait une multitude de réponses. Parce qu'au départ, quand on se lance, moi je l'ai fait, je suis passée par là, donc tout ce que je vous raconte, c'est avéré. Il faut chercher d'abord quel est son statut. Souvent, on va d'abord commencer par l'auto-entreprise. Et puis après, on va se dire, OK, l'auto-entreprise, est-ce que c'est réellement le bon statut? Parce que je dois sous-traiter à un expert en SEO si je fais de la conception de site web, parce que moi, c'est une discipline que j'ai pas envie de faire ou que je ne sais pas faire, ou je perdrais trop de temps à le faire parce que j'ai d'autres missions, donc je vais besoin de sous-traiter. Mais le sous-traiter en auto-entreprise, c'est vraiment pas une bonne idée pour différentes raisons, de charges, etc. Donc, on va devoir rencontrer des comptables, vraiment définir quel statut je choisis. Ensuite, et pour moi, c'est là la plus grosse difficulté, c'est se dire, c'est quoi mon positionnement?
qu'est-ce que je veux vendre et c'est quoi mon offre. Et à quel prix je me vends. Je viens de commencer, est-ce que je suis crédible? Mais si je ne me vends pas assez cher, parce que j'ai peut-être 10 ans d'expérience avant le freelancing, de salarié, peut-être dans une autre discipline, mais vous avez quand même 10 ans d'expérience dans le monde du travail. Donc, sur quel prix je me positionne? Donc là, le gros morceau de la construction de l'offre et de la fixation du prix, c'est un morceau sur lequel il faut vraiment prendre du temps et qui va évoluer en fonction de ce que vous aimez, en fonction des clients que vous allez rencontrer, en fonction des opportunités que vous allez avoir. Mais c'est important d'avoir un positionnement. Et puis, il va falloir prospecter parce que souvent, on a un ou deux clients dans son entourage proche, dans son réseau, son premier réseau. Puis, une fois qu'on a épuisé son réseau, asséché son réseau, il va falloir se relever les manches et puis aller chercher des nouveaux clients. Comment on va le faire? Et là, il y a une multitude de manières de le faire. Mais comment on va le faire? Il faut aller réseauter parce que vous verrez aussi, pour ceux qui sont déjà freelance, je pense que vous avez pu le constater, le bouche à oreille dans le milieu du freelancing, ça fonctionne énormément. Et donc, il va falloir aussi aller se trouver les bons réseaux qui vont être aussi source pour vous d'opportunités. Et puis, une fois qu'on a trouvé les clients, qu'on a réalisé la mission, il faut se faire payer en temps et en heure. Alors, souvent, la facture du freelance je ne sais pas pourquoi, elle est souvent difficile à être payée à 30 jours. Malgré qu'on ait tous des délais de paiement de 30 jours, elle prend souvent un peu plus de temps. Donc, il faut relancer. Ou alors, la signature des devis aussi prend du temps. Il y a des allers-retours. Et puis, les clients peuvent aussi vous demander tellement d'échanges avant même de se mettre d'accord sur le devis qu'ils ont presque la proposition en main parce que vous avez eu une multitude d'échanges. Donc, c'est savoir aussi cadrer et dire non, maintenant, il y a un devis, mais il y a ma proposition commerciale et maintenant, on avance. Et puis, il y a la relation de confiance qu'il faut créer. Ça s'entretient. Un client que vous avez eu il y a un an, effectivement, peut-être qu'il aura probablement d'autres besoins dans 6-12 mois. Et il faut que ce soit à vous qu'il pense quand il aura besoin d'une nouvelle mission. Donc, c'est vraiment la construction de la relation fidèle et durable pour qu'ensuite, derrière, on est sur le Graal qui vous recommande auprès de ses pairs ou dans son entourage. Donc, vous répondre à la question, est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Moi, ma réponse en tant que freelance, c'est non. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a multiples avantages, multiples atouts, mais il faut être quand même à l'aise sur différentes disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est nos fameux 10 pièges à éviter, qui sont, le premier pour moi, c'est négliger sa présence en ligne. Vous êtes tous au fait qu'aujourd'hui, personne, quand on se lance, ne doit... vous devez être visible en ligne. Ça, c'est un prérequis. Après, c'est à vous d'adapter le bon niveau, le bon dosage en fonction du temps que vous avez. Moi, là, je suis là pour vous donner des pistes. Évidemment, je ne vous encourage pas à cocher toutes les cases, mais c'est à prendre celles qui vous intéressent. Donc, ça peut être créer un site internet ou un blog en fonction de vos affinités, en fonction de la discipline que vous allez exercer. Donc, c'est là où ce sera un moyen pour vous qu'on vous contacte facilement, qu'on comprenne en fait ce que vous offrez, qu'on ait une idée de vos tarifs. Il n'y a rien de pire quand on est de l'autre côté, côté client, de ne pas savoir effectivement à qui on a affaire, c'est quoi, est-ce qu'on a des retours clients déjà, si vous avez des témoignages, alimentés de témoignages. La création de votre site internet ou de votre blog, elle va vraiment être votre propre vitrine. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas, pour l'instant, n'ont pas assez de matière, donc ils vont plutôt privilégier les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on parle souvent de LinkedIn, mais ça peut être de l'Instagram. J'ai énormément aussi de freelance qui travaillent uniquement via Instagram et ça fonctionne très bien sur certaines disciplines. Quand vous avez déjà une communauté qui existe, profitez de cette communauté existante, même si ce n'est pas dans votre réseau professionnel, mais elle aussi sera vous recommander. Donc, dans les réseaux sociaux, c'est choisir quel est le bon réseau social avec lequel je suis à l'aise et qui va me permettre en fait de communiquer facilement, de mettre du contenu sans difficulté et puis sans gros efforts en fait de votre part. Il faut que ce soit fluide, que le canal que vous allez choisir ce soit fluide pour vous. Et enfin, troisième levier, c'est les plateformes. Il existe une multitude de plateformes de freelance, donc comme Fiverr dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en fonction du domaine dans lequel vous allez exercer, c'est pareil. Je vous encourage aussi à aller sur la bonne plateforme sur laquelle vous allez trouver vos clients, sur lesquels sont vos clients et sur lesquels peut-être il y a un peu moins de concurrence parce que selon les plateformes, vous allez avoir des marchés, parfois des plateformes qui sont un peu saturées dans vos domaines d'expertise. Donc, c'est à vous de choisir la bonne plateforme. C'est un peu comme dans le marché de l'immobilier. Un appartement qui est en vente chez 15 agences,
Les 3 agences, ce n'est pas forcément bon signe. Un appartement qui est en exclusivité dans une agence, en général, il se vend beaucoup plus rapidement qu'un appartement qui est chez 3 agences. Donc, moi, un conseil, c'est plutôt de choisir une plateforme, de muscler votre profil, de muscler votre offre pour pouvoir y investir le temps nécessaire. Hop. Donc, le deuxième point, c'est ne pas réseauter dans le monde réel. Une erreur aussi qu'on fait, c'est on se lance, on a l'euphorie, on a 1000 choses à faire sur sa to-do, et puis on va commencer au départ, on était plutôt actifs on allait souvent à des events qui se passaient dans la ville dans laquelle vous êtes, et puis après, non, l'event là, de 18h ou de 19h, je ne peux pas y aller parce qu'il faut vraiment que je bosse sur. Puis vous allez chanter tous les événements qui seraient des opportunités pour vous de rencontres. Moi, au départ, quand je me suis montée en tant que freelance, j'ai très vite rejoint une association qui s'appelait les Women at Nantes, j'habite Nantes. Et grâce à cette association, j'ai eu mes 2 premiers clients. Parce que, effectivement, il s'est avéré que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment autour de l'apéro de fin de session où on a échangé. Et 2 mois après, elles m'ont appelé pour me demander de faire une prestation sur un business qu'elles étaient en train de lancer. Donc, le monde réel, moi, je suis convaincue aujourd'hui que le monde réel, ça va être vraiment aussi un vrai booster pour faire votre place et pour être visible. Donc, vraiment, choisissez les bons. Vous allez devoir faire des choix, mais choisissez les bons événements où vous êtes encore une fois à l'aise, vous vous sentez bien. Il faut que vous soyez dans votre environnement, et puis parlez de votre activité, parlez de vous, de ce que vous faites. Tout ce qui est événements, donc il y a des événements plus, je dirais, sectoriels ou des événements plus d'experts. Qui vont vous permettre aussi en même temps de vous former, de continuer à vous former. Et puis, il y a des événements de pure networking qui sont aussi hyper intéressants à rejoindre parce que là, en général, vous pouvez aussi trouver le bon partenaire pour déléguer, de confiance. Ça va être aussi un vrai gage de qualité. Et souvent, quand vous allez monter un petit peu en compétence, vous allez peut-être devoir répondre à des appels d'offres où vous devrez être un peu plus musclé, un peu plus solide et de répondre à 2 sur un appel d'offres. C'est toujours, je dirais, un bon moyen aussi de parfois de décrocher la mission quand vous êtes sous-staffé ou que vous n'avez pas forcément toutes les compétences requises. Et puis, on oublie souvent, c'est d'en parler à son entourage. Son entourage, ses amis, son réseau, sa famille, c'est eux aussi qui vont se dire, qui vont en parler. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un site web parce qu'il est en train de lancer une nouvelle activité. Et ça peut être votre premier client, c'est de refaire le site web d'une personne, une refonte, ou de refaire une charte graphique, ou etc., etc. Donc vraiment, n'oubliez pas le monde réel. Et dans nos disciplines, on est très connectés, le Covid n'a pas aidé, donc c'est vraiment bien de se réancrer dans le monde du réel. Un autre point, c'est ne pas cibler ses clients. Vous sortez de formation, vous dites, moi, je sais, finalement, on a souvent cette sensation de je sais tout faire, mais je sais rien faire. Je ne suis pas experte de rien, donc je vais cibler large et puis on verra au fil du temps. Sauf que si on regarde la concurrence, vous allez en face avoir des profils qui, eux, sont peut-être très experts d'une techno ou très experts d'une industrie. Et donc, vous, il va falloir vous différencier. Et quand vous êtes entre les deux, forcément, le client, il aura tendance à choisir le profil qui a déjà exercé dans cet univers, dans cette industrie ou dans cette expertise. Je fais un lien avec les cabinets de recrutement. En général, quand ils cherchent un profil, ils prennent soit le profil de la concurrence, soit quelqu'un qui a fait exactement la même chose. Ça les rassure, c'est très rassurant. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Un client, quand il cherche un profil, un freelance, il va chercher quelqu'un qui a fait à peu près la même chose dans le même secteur ou la même fonction. Donc, ciblez-vous au départ. Essayez de ne pas vendre trop de services pour rester crédible auprès de votre client. Spécialisez-vous sur un domaine d'expertise, quitte à derrière, une fois que vous êtes installé, que vous avez pu voir les clients qui reviennent les clients que vous arrivez le plus à convertir, vous allez pouvoir aussi développer d'autres expertises. Suivez des formations en ligne, au bon endroit avec WebMyDay, c'est ultra important de se former et s'auto-former. Moi, tous les vendredis après-midi, je ne prends aucun rendez-vous et je me forme. Alors, je me forme de différentes manières, je lis énormément, j'écoute des podcasts, je regarde des tutos sur des technos, sur différentes choses. C'est ultra important. Et je m'y astreins tous les vendredis après-midi. Je lisais une stat pas plus tard que ce matin. Après 5 ans,
vos compétences, en fait, elles perdent 50% de leur valeur. Et 5 ans, je trouve ça, dans le digital, je trouve ça large. Moi, je dirais plus après 2 ans. Quand on voit, là, par exemple, sans parler d'IA, quand on voit l'IA, la vitesse à laquelle ça va, c'est affolant. Vous devez toujours être à jour. Et puis, et c'est clairement, vous répondez à une mission, vous répondez à un appel d'offres, vous ne cocherez pas toutes les cases, mais vous allez vous former pendant la mission. Vous allez devoir chercher pour répondre et pour résoudre ce problème, parce que moi, je fais par exemple pas mal de search payant. Une campagne qui a marché pour un client, elle ne marchera pas forcément pour un client qui est similaire, parce que le contexte a évolué, parce que le budget est différent, parce que etc. Donc vraiment, formez-vous et puis testez vos offres. Ça, c'est ultra important de savoir, de prendre le risque de tester des offres. Et des plateformes comme Fiverr, vous verrez, je vous montrerai juste un rapide aperçu de la manière dont on fonctionne. C'est un excellent moyen de tester votre offre. Vous allez en fait être obligé, la manière dont est créée la plateforme, on va vous forcer à packager vos offres, à dire exactement c'est quoi le service que vous apportez, quelles sont les options que vous proposez et pour quel prix. Et on va vous demander de le scinder en 3. Donc, ça va vraiment vous forcer à faire un exercice mental pour essayer de packager votre offre. Et là, c'est un gain de temps de main dans les devis que vous allez établir. Parce que souvent, les clients viennent vous voir, ils disent je veux augmenter le trafic sur mon site web. Très bien, mais il y a 1001 manières d'augmenter son trafic sur son site web. Donc là, ils vont eux-mêmes aller chercher l'offre qui correspond le plus, le mieux à leur demande. Vous pourrez les réaiguiller derrière, mais ça vous permettra derrière, vous aussi, quand vous êtes en direct avec votre client, d'avoir des offres un peu préconçues. Et vous savez que quand le client il vient pour ça, c'est cette offre-là que vous lui poussez, le package à 1 000 €. Quand cette offre vient pour cela, c'est plutôt le petit package à 500 €, parce qu'on est vraiment, vous savez que ce type de client n'a pas forcément de budget, etc. Donc, mais c'est un exercice qui est vraiment important à faire en amont. Un point aussi, quand on se lance, souvent, on se dit, je vais me créer ma micro-entreprise, c'est très rapide, on ne fait absolument pas de budget prévisionnel. On n'a aucune idée d'où on veut aller et on saute sur les opportunités. Et puis, on n'a aucune idée de se dire, OK, à fin décembre, je veux atterrir où? C'est quoi mon objectif dans le meilleur des cas et dans le moins bon des cas? C'est vraiment important d'établir un prévisionnel sur 12 mois, parce que ça va vous permettre aussi de vous booster un petit peu, de vous mettre un challenge, parce que c'est comme si vous faites un peu de course à pied, quand vous avez un marathon, vous allez vous entraîner 2 fois par semaine. Quand vous n'avez pas d'objectif, clairement, moi je sors pas, ou je sors beaucoup moins régulièrement. C'est important d'avoir un objectif parce que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir l'atteindre. Donc ce prévisionnel, vous allez le faire de manière au départ, c'était un peu au doigt mouillé, mais c'est en se disant, voilà, je travaille X jours par semaine, mon TJM, où je vais avoir X missions forfait de temps, et puis au mois de juillet, je travaille pas pour telle et telle raison, et puis le vendredi, je me prends une demi-journée pour me former et faire mon administratif, et donc vous allez pouvoir établir votre prévisionnel de cette manière-là. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Mais c'est de l'avoir en tête. Et on fait le point tous les mois, quand on fait nos factures, tous les mois, OK, j'en suis où mon prévis? OK, plus ou moins, et puis ça permet aussi derrière d'avancer. Anticipez aussi ce que vous avez besoin. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller dans des coworking pour se motiver, peut-être qu'il y en a qui auront besoin de logiciels spécifiques. Important d'investir aussi dès le départ, même si vous ne faites pas rentrer d'argent, mais d'avoir au moins les bons outils, d'être bien outillé, parce que dans tous les cas, vous l'amortirez. Et puis, là, je vous mets réaliser une étude de marché. Ce n'est pas vraiment une étude de marché, c'est plus regarder qui sont vos concurrents. Vous vous battez contre qui? Inspirez-vous aussi des profils qui sont similaires aux vôtres. C'est ultra important d'être vraiment au fait de savoir dans quel univers vous gravitez. Et encore une fois, les plateformes, vous avez accès rapidement à des profils, vous mettez du côté de l'acheteur et puis vous allez pouvoir voir quelles sont les offres qui sont faites, à quel prix ils se vendent, etc. LinkedIn aussi, un excellent moyen. Moi, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn pour voir effectivement des profils similaires aux miens, comment ils se vendaient, quelles étaient les offres. Et puis après, vous faites votre propre discours, vous appropriez votre positionnement, vos valeurs, et puis vous faites quelque chose de très singulier pour vous différencier. Mais ça, c'est très important d'avoir une ligne de conduite, un fil rouge.
Un point, c'est aussi on se lance, on ne veut pas se faire aider. Soit par peur de déranger, soit par se dire, bah non, se faire aider au sens large, hein, se faire aider ses délégués aussi, se dire, bah non, je vais mes cartes de visite ou mon site web, je vais le faire tout seul. Et puis, au final, vous n'êtes pas du tout dans la partie. Bon, imaginons que vous êtes dans la création de vidéos. Vous êtes dit, moi, le site web, je vais pouvoir le faire. Je vais regarder 2-3 tutos sur WordPress et puis ça devrait le faire. Non, enfin, vous allez mettre un temps de dingue pour un résultat qui sera très médiocre, qui vous desservira. Vous n'oserez même pas le montrer à vos clients ou donner le lien parce que vous serez hyper gêné du résultat. Il y a un moment, il faut savoir déléguer et se dire, je me fais aider parce que le temps que vous allez disposer, quand vous êtes fait aider, vous pourrez le réinvestir dans la partie création de valeur, activités qui ont de la création de valeur, qui apportent de la valeur dans votre activité. Donc, c'est demander aussi des conseils à des freelances qui sont plus expérimentés que vous, d'où participer à des sessions de networking. Là, vous allez rencontrer des pairs qui vont vous aider. Il y a une vraie solidarité aussi dans les communautés de freelance qui sont vraiment hyper importantes. Leur demander à livre ouvert, OK, comment tu as commencé, quelles sont les offres, quels sont les prix que tu as pratiqués, quels étaient tes premiers clients. N'hésitez pas à poser ce type de questions. S'ils n'ont pas envie de vous répondre, ils ne vous répondront pas. Mais en général, il y a plutôt un partage de bonnes pratiques qui est assez fluide. Ce que j'ai fait au début, moi, c'est aussi le mercredi midi, j'allais déjeuner en fait avec des freelances que je ne connaissais pas forcément, mais pareil, j'avais un groupe, je fais partie d'un groupe Slack où il y a plein de freelances dans la région dans laquelle j'habite, dans la ville dans laquelle j'habite, et on allait se rencontrer pour partager un déjeuner ou un café le mercredi. Et ça permet en fait d'élargir votre réseau comme ça, de manière organique, et ça fonctionne très bien. Rechercher aussi des conseils et des astuces en ligne, ça c'est aussi un bon moyen de faire un peu de veille et de voir aussi toutes les bonnes pratiques. Et puis, faites appel à des experts. Je reprends mon exemple de site web tout à l'heure, ou l'exemple d'une vidéo. Vous avez besoin de monter une vidéo, c'est pas dans votre domaine pour une vidéo de présentation. Enfin, quoi de mieux qu'un expert qui va vous faire une super vidéo de vous, qui expliquera qui vous êtes, ce que vous faites. Elle sera rythmée, elle sera animée, elle sera pro, plutôt que de se faire une vidéo en face cam avec son téléphone et vous allez la refaire 10 fois, elle ne vous plaira toujours pas, et encore une fois, vous n'oserez pas la montrer à vos futurs clients. Donc vraiment, déléguez, faites-vous aider et osez. C'est un conseil que je peux vous partager. Ne pas savoir dire non. Alors ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Au départ, on n'a pas de mission, on en cherche. La première mission tombe, et là, vous êtes super content, vous venez signer votre premier contrat. Et puis après, en général, comme vous avez prospecté de manière très large, souvent les missions, elles arrivent toutes en même temps. Et puis, vous ne pouvez pas dire non parce que si vous dites non, le client ne reviendra plus. Donc, on n'ose pas dire non. Sauf que le problème, soit en termes de tarifs, vous n'êtes pas du tout aligné, ou vous avez mal évalué vos heures et vous dites non, mais ça, clairement, je vais passer un temps de dingue. Au final, ce sera au détriment de la mission sur laquelle je suis actuellement. Le résultat risque d'être moins bon parce que les journées font que 12 heures. Ou alors, l'intérêt ou la discipline qui vous est demandé ne convient pas à ce que vous souhaitez développer. Il peut y avoir multiples raisons. Elles sont toutes bonnes. Mais si vous ne sentez pas, faites confiance à votre intuition. Dans les relations au départ, vous allez très vite cerner la manière dont le client a l'habitude de travailler. Et si vous n'êtes pas en phase et pas aligné avec cette manière de faire, je pense qu'il est préférable de savoir dire non et d'arrêter tout de suite. Pour multiples raisons, c'est que si la mission se passe mal, vous allez vous cramer, vous allez cramer votre bande passante. Derrière, le retour du client, il ne sera pas bon parce que le client ne sera pas satisfait et ça risque d'avoir un effet de tache d'huile sur le reste de votre image et de votre notoriété. Donc, un client qui n'est pas satisfait peut vite aller diffuser aussi un mauvais message auprès de votre entourage. Donc, moi, je suis plutôt partisane de se dire, si vous ne sentez pas le truc, n'insistez pas, faites confiance à votre intuition. Donc ça, c'est un premier conseil. Et même en début, même dans les 2 premières années, n'acceptez pas tout et n'importe quoi sous prétexte de « il faut que j'ai mes premiers clients ». Ensuite, un autre point, c'est aussi prendre le temps de réfléchir. Les clients savent bien prendre le temps de réfléchir. Ils prennent parfois 1 mois, 2 mois et reviennent vers vous
alors que vous pensiez que vous n'aviez plus de nouvelles, que la mission n'allait pas se faire, et puis ils reviennent vers vous après avoir fait le tour de tout le monde en disant finalement, c'est vous que j'ai choisi. Très bien. Et vous devez faire de la place vous êtes monté sur d'autres missions et vous devez faire de la place pour accepter ce client qui a mis 2 mois à signer. Vous avez aussi le droit de prendre le temps de réfléchir et de voir comment vous pouvez intégrer ce nouveau projet dans votre rétro-planning. Donc ça, c'est important. Et c'est pas, moi, je trouve souvent que les réponses du tac au tac ne sont pas signes aussi de qualité parce que vous devez avoir le temps, avoir ce temps nécessaire à la réflexion. Et puis, un point qui est aussi important, c'est accentuer votre prospection pour vous retrouver en position de force sur le marché et puis se dire, vous allez voir, à un moment, c'est vous qui acceptez les missions, vous allez devoir en refuser parce que vous aurez finalement un peu le choix du roi. Hein. Vous serez expert dans un tel domaine et le bouche-oreille ayant aussi porter ses fruits, vous serez en droit de refuser certaines missions. Et moi, pas plus tard quand je me suis lancée, c'était peut-être 3-4 mois après, j'ai une mission que j'ai refusée parce qu'effectivement, je sentais que le client ne savait pas ce qu'il voulait. Il m'emmenait sur différents terrains. Je perdais trop de temps à devoir négocier avec lui. Et je lui ai dit, stop, je pense qu'on est trop tôt dans le process. Moi, je vous propose de réfléchir sur exactement ce que vous souhaitez. Moi, j'avais essayé de le faire maturer, de le faire accoucher de son projet. C'était peine perdue. Je lui ai dit stop. Parce que dans ce cas, j'allais travailler pour son projet. Derrière, je n'allais pas forcément répondre à ses attentes, qui n'étaient très, très peu formalisées. Et donc, je sentais que ça allait être un peu douloureux. Donc, j'ai préféré stopper, alors que je n'avais pas forcément de mission à côté. Mais j'en ai trouvé ensuite assez rapidement. Après, un autre point, le septième écueil, c'est mal évaluer le prix de ses services. Et ça, c'est un vrai sujet. Quand on commence, mais aussi quand on est expert, hein, il suffit qu'on tombe sur un grain de sable qu'on n'avait pas anticipé pour telle et telle raison. Des accès, parfois c'est très technique, c'est lié aux outils, parfois c'est lié à des personnes qui partent au moment où vous montez sur la mission, qui avaient tout le savoir, et donc toute cette phase de connaissance que cette personne avait, vous devez vous la réapproprier parce qu'au final, elle a été diluée. Ça peut être multiples raisons qui font que vous allez y passer beaucoup plus de temps. Donc, il faut, et d'où la notion de temps tout à l'heure, de prendre le temps de bien définir sa prestation et d'encadrer sa prestation pour être au plus juste au niveau de la réalité du temps passé et de vos services. Il y a différentes manières de pricer. C'est soit vous travaillez au forfait, soit vous travaillez au TJM, au taux journalier ou même au taux horaire. Chacun a ses avantages. Le TJM, le client, vous pouvez lui donner une enveloppe globale, mais il ne sait pas forcément jusqu'où ça peut aller, ça peut parfois déraper. Le forfait, il sait exactement ce qu'il paye et ce qu'il a en retour. Donc ça, c'est en fonction aussi de votre offre, hein, du service que vous proposez. Vous allez pouvoir définir ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Un point qui est ultra important, c'est ne revoyez pas vos tarifs à la baisse. Vous ne pourrez pas les augmenter. Après, c'est figé dans le marbre. Même l'inflation, vous pourrez essayer toutes les superfuges, vous ne pourrez pas, ou ce sera difficile d'augmenter vos tarifs. Donc moi, ce que je préfère, c'est plutôt offrir quelque chose qui a de la valeur pour le client, mais lui offrir, en maintenant votre TJM, ou maintenant le prix de la prestation, mais offrez un petit bonus à votre client. Ça apportera beaucoup plus de valeur. Ensuite, c'est bien d'inclure aussi toutes les charges que vous avez qui vous incombent. Si vous avez, j'en sais rien, besoin de déplacement pour telle ou telle raison, si vous avez besoin d'un logiciel spécifique, si vous avez besoin de différentes fournitures, il faut les inclure de manière très transparente. Et dernier point, avant de fixer vos tarifs, renseignez-vous sur les tarifs qui sont pratiqués sur le marché. On l'évoquait tout à l'heure, ça peut être en réseautant dans une communauté de freelance qui sera normalement assez à l'aise pour vous donner ces tarifs. Ça peut être aussi en allant sur des plateformes où là, tous les tarifs sont à livre ouvert et on se compare bien avec des profils qui sont similaires en termes d'ancienneté, en termes de marché, en termes de services proposés. C'est vraiment important de bien comparer, d'avoir les bons éléments de comparaison.
8e écueil, c'est une mauvaise gestion de son planning. Ça aussi, ça arrive. On consacre C'est important, vraiment, au départ, de se dire quel est le temps nécessaire pour la mission que j'ai à réaliser. Mais vous avez le temps client, vous avez le temps administratif, vous avez le temps de formation et vous avez le temps de prospection. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir vraiment définir en amont, sur un mois, combien de jours je vais consacrer. Moi, j'aime bien que ce soit des jours fixes. C'est mon côté un peu pragmatique. Que ce soit des jours fixes, comme ça, on s'y tient plus facilement que se dire on verra quand j'ai le temps, parce que vous avez toujours mieux à faire que d'aller vous consacrer sur la prospection ou consacrer sur la formation, en fait, en fonction de vos enjeux. Donc, c'est important de définir dès le départ quel temps vous allez consacrer à ces tâches-là. De hiérarchiser aussi votre travail. Vous allez avoir des clients, c'est toujours pareil, hein, le client qui va râler, qui va crier, qui va vous envoyer plusieurs mails, qui va vous appeler régulièrement, qui va vous envoyer des SMS, des WhatsApp. Forcément, vous allez y passer plus de temps par rapport à ce que vous avez peut-être évalué que celui qui est plutôt cool et qui vous embête pas trop, mais qui vous fait confiance. Et ça, par contre, ce sera peut-être au détriment de la qualité. Donc, c'est important, vous avez un contrat qui fait foi, vous avez évalué tant de jours, de bien s'y tenir. Et si ça dépasse pour telle et telle raison, on fait un avenant, on recontacte le client, on n'attend pas le dernier moment de le mettre au pied du mur, on anticipe les choses, d'où l'importance de communiquer aussi de manière hyper fluide avec son client pour pouvoir derrière anticiper et puis ne pas le surprendre. Et puis le dernier point, donc ça je pense que c'est ça concerne freelance et salarié, hein, c'est toutes les distractions qu'on peut avoir. Donc moi je sais que j'aime bien les bureaux fermés, j'ai plus de mal à travailler en open space parce que les distractions sont trop multiples. Mais après, ça dépend. Il y en a aussi qui ont un niveau de concentration dans des bureaux ouverts via des casques, il y a multiples outils. Et puis ça aussi, ça crée une dynamique positive, le fait de voir les gens travailler. Après, ça, c'est bien se connaître, mais voir dans quel environnement vous êtes le plus à l'aise pour, je dirais, être le plus efficace et le plus productif. Peut-être que certains connaissent. Moi, j'utilise beaucoup cette matrice, la matrice d'Eisenhower, pour faire mes to-do list. Parce que souvent, quand on est en règle générale, vous allez être sur trois missions. Vous avez une tête et un cerveau et deux bras. Donc, vous allez être peut-être sur trois missions en même temps. Il va falloir hiérarchiser et prioriser toutes les demandes entrantes qui vous parviennent et les projets. Et donc, c'est une matrice qui est sous forme qui a deux axes, hein, important, le degré d'importance et le degré d'urgence. Et donc, vous avez 4 carrés. Donc, le plus important, donc, c'est les tâches importantes et urgentes, bien évidemment, que vous allez devoir traiter en priorité. Donc, ça, c'est le cadran 1, les tâches en rouge. Ensuite, vous avez les tâches qui vont être importantes, mais pas urgentes. Donc là, il faudra les planifier de manière très concrète dans votre agenda. Les 3, c'est les tâches non importantes, mais qui sont plutôt urgentes, que vous allez pouvoir déléguer soit à des partenaires, mais qui vont aussi avoir un lien important avec la réalisation de votre objectif. Donc, il va falloir aussi quand même ne pas trop les mettre de côté, mais surtout les réaliser rapidement. D'où l'intérêt de se faire aider. Et puis, toutes les tâches non importantes et non urgentes, ça, on les dégage. Parce que ça vient vous polluer. Donc ça, c'est peut-être là le savoir dire non. Un client qui vous a demandé de faire une prestation SEO, et puis derrière, il en profite. Et tiens, j'ai besoin de faire mes posts sur LinkedIn. Tu as un copywriting qui a une plume qui est très bonne. Est-ce que tu pourrais me les faire? Non. Ça, c'est pas dans votre scope. C'est pas, au début, vous allez peut-être en faire un pour lui faire plaisir, et puis après, ça deviendra récurrent, et puis ça vous prendra du temps. Ça, il y a des choses qui, effectivement, il faut savoir dire non et donc les abandonner. Avant-dernier point, être trop prudent quand on est freelance et quand on est dans ces 2 premières années. On va faire, ça dépend encore des personnalités, mais on va essayer de se faire ceinture bretelle pour être sûr de ne pas se tromper. La prestation, votre première prestation, elle sera léchée sous toutes les coutures. Vous y allez passer énormément de temps parce que vous avez peur de vous tromper. Donc, vous allez passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et au final, votre prestation, elle ne sera pas du tout rentable. On peut l'accepter pour la première prestation.
Mais après, il faut vite passer le cap parce qu'autrement, vous allez travailler à perte. Et c'est pas le but. Donc, il faut aussi accepter de se tromper. Et moi, ce que je fais avec les clients, c'est que je préfère avoir plusieurs points de passage pour toujours valider qu'on est bien dans le bon chemin, dans le bon. Donc, c'est des points, enfin des meetings, ça peut être 30 minutes, mais de manière hebdo, pour être certain qu'on est bien en phase. Et que dans un mois, quand je lui rends le livrable, ils me disent pas, c'est pas du tout ce que j'attendais, t'es complètement à côté. Et au moins, lui, ça le rassure aussi et il voit que vous avancez sur le dossier, qu'il est entre de bonnes mains. Donc ça, c'est vraiment important. Ne pas passer trop de temps sur la conceptualisation. Tester rapidement. Ça, c'est pareil. Là, je prends l'exemple de tout à l'heure de créer votre offre. Au début, vous allez vous poser, essayer de matérialiser votre offre, la structurer. Et elle évoluera dans tous les cas, elle évoluera en fonction des clients que vous allez avoir et des opportunités. Donc, n'y passez pas trop de temps, mais il faut vite vous lancer pour pouvoir tester si ça fonctionne. Et je refais le parallèle avec la plateforme Fiverr. Là, c'est un excellent moyen de tester des choses. Vous allez pouvoir tester des choses sur votre site web en direct avec votre réseau. Et puis vous dites, tiens, j'ai une idée, je vois que l'IA cartonne sur la partie création de contenu. Je vais créer un service sur l'IA en création de contenu. Et puis vous allez voir que ça fonctionne vachement bien. Donc vous allez prendre ce service-là et vous allez le réintégrer dans votre offre globale sur votre site web, qui sera votre site vitrine. Donc ça, moi, je le préconise énormément, un peu comme aussi un bac à sable pour tester des nouvelles offres. Et c'est un très bon moyen. Et puis apprenez de vos erreurs, on fait tous des erreurs, on en a tous fait, on en fait encore, notamment sous-évaluer le temps passé sur une mission pour décrocher le marché, une erreur technique le diagnostic, on n'y a pas passé assez de temps et on est on est dans une impasse. Il y a multiples écueils qu'on peut faire, mais tant qu'on apprend, c'est l'essentiel. Donc, un point, moi aussi, que je vous partage, c'est de faire le bilan avec votre client à la fin. Au-delà du livrable, sur la relation que vous avez eue, sur la déroulée de la prestation. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Parce que ça vous servira derrière pour votre prochaine prestation. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, négliger son équilibre. On en parlait tout à l'heure avec Léopoldine, c'est la saison des vacances, juillet, août. Et là, clairement, c'est s'accorder des vacances. Première année, souvent, j'ai pas le temps, je prends pas de vacances. Grosse erreur. Septembre, vous êtes cramé. C'est important. Et puis vos clients en auront pris, donc ils seront bien chauds. Donc il faut absolument que vous preniez des vacances. On n'est pas obligé de se prendre 3 semaines et on peut les découper. Mais si vous dites à votre client que vous prenez des vacances, que vous êtes off sur cette semaine-là, il saura parfaitement l'entendre. Nul est indispensable, et surtout au mois d'août, clairement, les choses se passent au ralenti. Ménagez-vous du temps libre. Donc là, on se parlait des vacances, mais aussi dans la semaine, dans les soirées, avoir du temps libre pour faire des choses qu'on aime, qui sont en dehors de votre activité, qui vous permettront aussi d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Faire des pauses. Ça aussi, c'est s'autoriser à faire des pauses, parce que vous verrez que quand vous reviendrez à votre poste, vous serez beaucoup plus efficace. Et puis, célébrer son succès. Ça aussi, pour le moral, pour l'équilibre, pour le mental, c'est hyper important de dire je viens de décrocher un contrat ou j'ai un super retour de mon client. C'est vraiment faites-vous votre propre célébrez votre propre succès avec votre entourage ou même avec votre client directement. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que vous êtes votre propre patron, vous n'avez pas votre chef qui va venir vous dire « c'est bien, tu as vachement bien bossé, bravo, félicitations ». C'est à vous de vous le faire, cette auto-satisfaction. Donc voilà sur la partie les 10 pièges ou les 10 écueils à éviter quand on se lance en tant que freelance. Est-ce que, Léopoldine, il y avait des petites questions? On les prendra à la fin, il n'y a pas de... Alors écoute, il n'y a pas eu de questions, mais je pense que c'est un peu pour la même raison que moi. C'était absolument envoûtant. Tes 10 pièges. Moi, je suis comme toi, j'ai été freelance pendant 2 ans et puis ça fait un bon petit nombre d'années que je ne le suis plus. Mais je m'y suis vue, quoi. J'étais de retour dans le freelancing. Non, c'était vraiment super enrichissant. Vraiment, n'hésitez pas du coup là maintenant si vous avez des questions, maintenant que toutes les infos sont en train de décanter tranquillement. Mais ouais, c'était vraiment hyper intéressant. Beaucoup des points aussi s'appliquent vachement à l'entrepreneuriat en général. Je pense à l'équilibre. Combien d'entre nous n'ont pas pris de vacances
pense, cette première année avec le client qui arrive chaud bouillant en septembre. Je pense qu'on l'a tous vécu. Exactement. Et on te dit dans le chat, merci, super bien détaillé. Non, c'est vrai que c'était vraiment, je te dis, envoûtant, quoi. J'ai pas bougé sur les 30 dernières minutes. Et ben, c'était vraiment le but. Là, la dernière petite session, enfin dernière slide, je voulais vous partager comment devenir freelance sur Fiverr et puis surtout quel intérêt vous auriez en tant que freelance si vous choisissez de rejoindre la plateforme pour devenir freelance. La première, c'est que vous avez une visibilité en France et à l'international. Donc, pour ceux qui auraient des métiers qui s'exportent, vous avez un excellent, Fiverr, c'est vraiment une excellente plateforme pour exporter aussi votre profil. Moi, je travaille beaucoup avec des freelances partout dans le monde et je les fais aussi intervenir sur des tables rondes, sur différents événements. Et ce qui ressort, c'est j'ai la chance de travailler avec des clients américains, avec des clients partout dans le monde entier et c'est génial, chose que j'aurais pas pu faire tout seul via mon site référencé sur un domaine FR ou via mon profil LinkedIn. Donc ça, c'est une super opportunité. Vous avez donc accès à une base de clients ultra importante. Il y a plus de 4 millions de clients sur Fiverr. La gestion administrative, ça, vous déléguez complètement à Fiverr. Hein. Tout est fait au sein de son interface. Et puis après, vous avez votre propre facture que vous faites rentrer dans votre comptabilité de manière classique. La garantie de paiement, ça vous est payé à 14 jours. Donc aussi, la sécurité du paiement, ça, pour moi, c'est assez clé quand on se lance. Tout ce qui est communication entre vous et votre client, parfois on manipule des données sensibles quand on est freelance. Là, c'est Fiverr qui est responsable puisque c'est au sein de son interface. Si vous décidez de sortir de la plateforme, là, la responsabilité vous incombe. Et je sais ô combien parfois il y a des données qui peuvent être un peu sensibles. Donc là, vous avez aussi une sécurité. Hop là. J'ai mon Avast qui se met en route. Vous avez la création aussi d'un profil. Donc là, il n'y a pas d'engagement. Rien ne vous est demandé. C'est à vous de vous créer votre profil de manière complètement gratuite. Et puis, le point pour moi qui est un point très important, et je vous en ai beaucoup parlé, c'est l'opportunité de tester de nouvelles offres. Vraiment, et de packager, tester des prix, tester des offres, tester des services sur Fiverr et voir comment ça répond. Est-ce que vous avez accès derrière à tout un dashboard qui voit le nombre d'impressions de votre service, qui voit combien de personnes ont cliqué, combien de messages vous avez eu sur ce service. Donc, vous pouvez vraiment monitorer tous ces éléments-là. Hop. Alors, j'ai une petite question, Axel. Alors, j'en ai deux. Une première qui demande s'il serait possible d'avoir la présentation Oui. après. Oui, bien sûr. Super. Alors, pour les apprenants WebMyDay, je pense qu'on la rajoutera directement dans les ressources. Comme ça, vous y aurez accès. Et on a alors, du coup, plus dans le sujet, on a Sylvie Granier qui nous dit faut-il avoir créé son entreprise pour s'inscrire ou peut-on s'inscrire en tant qu'individuel sur Fiverr? Oui. Alors, le mieux, c'est d'avoir une micro-entreprise à minima parce que vous allez générer des revenus. Et donc, si vous voulez être en règle avec l'État français, vous devez les déclarer. Donc, effectivement, il faut créer une micro-entreprise. Mais la micro-entreprise, je l'ai fait, moi, il y a plusieurs années, c'est très rapide. Et vous pouvez déjà créer votre profil, réfléchir, enfin, vraiment organiser votre profil. Et puis après, le temps que l'émission arrive, votre micro-entreprise sera créée. Et est-ce qu'on peut accepter quelques missions, tu sais, dans la limite, je crois que c'est 3 000 € en France, un peu comme sur Vinted, un peu vraiment sur le côté avant de déposer ses statuts, ou est-ce que sur Fiverr, quand on crée son profil business, on a vraiment besoin de son numéro SIRET, par exemple? Non, vous n'avez pas besoin de numéro de SIRET. C'est sur la base de la confiance. Okay. On va pas vous demander parce que chaque pays a ses propres normes, donc ses propres réglementations. Donc c'est sur la base de la confiance. Okay. C'est vous qui devez être responsable. Donc demain, il y a un contrôle. Vous avez votre entreprise, il y a des revenus qui sont générés, qui ne sont pas justifiés. Mais non, vous pourrez créer votre propre profil sans même fournir un numéro de SIRET. Ok. Je vous mettais là un exemple par exemple, de profil parce je sais qu'il y en a pas mal qui font de la création de sites web. Donc là, c'est un profil qui est la manière dont on le crée. On va vraiment être très didactique sur le service qu'on livre, le service qu'on rend. Je vais concevoir un site web créatif et unique.
Après, vous avez effectivement la petite réassurance avec les étoiles, les commandes en cours, le nombre de prestations, les clients pour lesquels il a travaillé. Vous avez plus vous avez un portfolio large, mieux c'est. Comme ça permet aux clients de se projeter, d'avoir une idée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez différents services, différents packages que vous allez pouvoir proposer. Donc un basique, un standard, un premium. Si on clique sur premium, là on est à plus de 1 500 € parce que derrière, il y a tout un tas de prestations qui viennent s'ajouter. Avec un nombre de révisions qui est très, très encadré. Au-delà de la 4e révision, un nouveau devis est proposé. Donc, vous êtes vraiment bien encadré sur la partie vraiment aussi relation avec votre client. Et là, j'en mettais une autre qui sur un autre domaine, Aurore, que je connais très bien, avec qui je travaille, que je fais régulièrement intervenir. Elle, c'est une graphiste qui s'est lancée. Dès sa sortie d'école, elle est allée sur Fiverr parce qu'elle était passionnée de musique, donc pochette de CD, de livres d'édition jeunesse, donc de livres pour enfants. Et elle me dit, sans Fiverr, je n'aurais jamais pu, j'aurais fait du graphisme, mais pas du tout dans les domaines qu'elle souhaitait. Et grâce à Fiverr, elle a pu réaliser son rêve et aujourd'hui, elle fait de la pochette CD, du vinyle, de l'édition jeunesse. Elle travaille dans le secteur d'activité qui lui plaît. Ses clients sont, elle me disait, 80% étrangers, 20% français. Et une belle histoire qu'elle me racontait, c'est qu'elle a un client américain avec qui elle travaille régulièrement, qui est venu à Paris et qui l'a contacté en lui disant je suis sur Paris, je serais ravie de pouvoir te voir et boire un verre depuis le temps qu'on travaille ensemble. Je crois que ça fait 3-4 ans qu'ils travaillent ensemble. Et donc, elle a rencontré son client Fiverr à Paris sur les champs. Et c'est une chouette histoire. On sort aussi de la plateforme, c'est pas qu'une plateforme virtuelle, bon, c'est essentiellement virtuel, mais derrière, il y a une vraie relation humaine. On comprend aussi là avec ta capture d'écran, ça fait un peu écho avec les pièges que tu disais sur vraiment cette spécialisation. C'est vrai que sur le site web, quand on essaie de faire sa visibilité, c'est un peu difficile parce que typiquement avant de remonter en SEO à graphisme, pochette d'album, voilà, ça peut prendre un peu de temps et puis pas forcément les résultats. Là, ce que je comprends avec Fiverr, c'est que c'est aussi, comme tu disais, vraiment un bac à sable aussi pour tester des positionnements en fonction aussi de l'algo de Fiverr et voir où est-ce qu'on peut se faire une place par rapport à ce qu'on aime faire aussi. Exactement. Moi, je le vois comme tester une offre, tester un positionnement ou étendre son offre. Vous avez sur votre site web ou sur votre portfolio, vous allez être peut-être reconnu en tant qu'expert SEO. Et sur Fiverr, vous avez une toute autre expertise et vous allez pouvoir aussi je dirais vous diversifier sur Fiverr en proposant une autre activité. Et j'ai un exemple, j'ai quelqu'un qui est un développeur web, mais qui est passionné d'animation 3D. Il a son activité de dev web et derrière, il fait de l'animation 3D sur Fiverr. Et je dis, mais pourquoi tu fais pas du dev sur Fiverr? J'ai déjà trop de missions en direct, mais là, c'est une autre discipline que j'affectionne particulièrement. Et je sais que sur Fiverr, il y a énormément de demandes. Et effectivement, il a développé, ça lui fait des revenus supplémentaires et récurrents. Ok, trop cool. Et du coup, alors j'anticipe une petite question, moi, qu'on me demande souvent, alors sur Fiverr ou Malte, parmi ces grosses plateformes. Est-ce que vous avez des études annuelles, par exemple, ou trimestrielles sur vraiment au moins les secteurs dans lesquels il y a le plus de demandes? Est-ce que quelqu'un qui se lance peut s'appuyer un peu comme ça sur des études que vous avez pour savoir où se mettre ou pas forcément? Oui, on en sort une en septembre, on en sort tous les trimestres. Ok. Sur effectivement les services qui sont les plus recherchés sur la plateforme, les métiers aussi qui sont les plus proposés sur la plateforme. Donc ça, on le sort régulièrement. Tous les trimestres, on fait ce type d'études et là, on en a une qui va sortir en septembre. Ok. Hyper, écoute, je me tiens alerte et je pense que je vous la partagerai parce qu'effectivement, comme tu disais, en formation, on va apprendre une compétence, par exemple la création de sites web ou les logiciels Adobe. Et en fait, après, par rapport à ce qu'on aime faire, mais aussi par rapport à la demande, il va falloir trouver un petit trou dans lequel se mettre, qui a à la fois de la demande, à la fois ce que vous aimez faire. Et c'est vrai que tu parlais d'études de marché tout à l'heure en le mettant en énormes guillemets parce que c'est vrai qu'à nos échelles, études de marché, quand t'es pas L'Oréal, c'est un peu difficile à mettre en place. Mais c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur ce genre d'études, alors en plus si elles sont trimestrielles, donc hyper à jour, ça peut aussi vous aider à savoir un peu où tester au moins. Et puis après laisser le marché répondre. Exactement.
Exactement. Et en plus, derrière, on les descend au niveau du secteur géographique, parce qu'effectivement, sur des marchés plus ou moins matures, ça va être aussi différent. Donc elles sont vraiment très riches, mais avec plaisir pour te les partager. Ah bah, très très chaud. Et donc enfin, si vous souhaitez, en tant que freelance, rejoindre la communauté Fiverr, je te laisserai, Léopoldine, transmettre le lien, peut-être sur le chat. Et donc, l'idée, c'est de créer votre profil si l'envie vous en dit. Prenez du temps pour le faire, pour réfléchir. C'est un profil qui est réfléchi sera beaucoup plus performant qu'un profil rempli à la va-vite. Donc, n'hésitez pas. Et à contrario, si vous voulez déléguer, on l'a vu, savoir se faire aider, vous avez aussi la possibilité de trouver des freelances pour vous aider en fonction des besoins plus ou moins urgents. Et on a créé un code pour ce webinaire qui s'appelle FiverrGo et qui vous offrera 10% sur la première commande que vous passerez avant le 31 octobre. Donc, pour ma part, moi, j'en ai terminé. Plutôt dans le timing, 13h26. Donc, Alors, je suis en train de tout mettre dans le chat. Tac. Yes. Ouais, quel timing, Axel. On sent l'expérience. Je ne savais pas où ça allait m'emmener, tu vois, donc c'est parfait. C'était hyper intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Si tu peux partager la presse, effectivement, j'ai presque envie de vous dire pour certains, imprimez-la, mettez quelques petits écueils sous cadre et mettez-vous ça quelque part en face du bureau. Comme tu le disais, c'est aussi hyper important, et je le répète, de pas prendre ces 10 erreurs comme 10 commandements et vous dire oh là là, mais moi le 4 et le 6, je fais pas du tout ça, c'est une catastrophe, je vais pas du tout y arriver. C'est comme pour tout, c'est comme dans la formation d'ailleurs, hein. Prenez le max d'infos et ensuite piochez et venez construire en fonction de qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce qui vous fait écho, ce qui vous fait pas écho. C'est vraiment hyper important et c'est comme ça que vous allez vous construire de façon sereine. Alors on te parle, on te dit merci beaucoup, merci, oui. Merci Axel, beaucoup de merci. Merci à vous en tout cas aussi. Et si vous voulez me contacter pour différentes questions, je vous invite plutôt à me contacter sur LinkedIn. Je suis assez réactive sur LinkedIn. D'accord, je vais partager ton profil comme ça. Je ne sais pas où vous êtes tous basés, mais sachez que je vais au salon du SME le 25 et 26 septembre, qui a lieu à Paris, Porte-Maillot. J'animerai une conférence avec des freelances et des freelances de notre plateforme qui viendront faire un retour d'expérience, et puis des clients qui utilisent la plateforme sur comment collaborer efficacement avec un freelance. Donc, on est sur aussi une autre thématique, mais qui est importante sur le... Et puis, on aura un stand qui sera aussi, qui nous permettra, qui vous permettra, si vous souhaitez, de venir nous rencontrer. Donc, c'est bon, on a le temps, c'est 25 et 26 septembre, mais dans tous les cas, c'est un salon, je trouve, qui est intéressant quand on est freelance et quand on veut se lancer. Vous allez avoir pas mal d'acteurs aussi intéressants. Yes, je vous l'ai mis dans le chat, on y sera peut-être aussi. Alors nous, comme d'habitude chez MoMaID, on est absolument à la bourre. Donc je ne sais pas si on arrivera à se faire une petite place, mais en tout cas, on y sera au moins en visiteur. Donc ouais, n'hésitez pas, effectivement, on l'a loupé l'année dernière, mais le timing était un peu chaud. C'était pile retour de vacances. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont loupé, qui étaient encore quelque part en Europe. Mais là, normalement, comme c'est plus fin septembre, je pense qu'il y aura plus de monde. Et puis du coup, au plaisir de te rencontrer, Axel. Exactement, au plaisir aussi. Trop bien. Écoute, merci infiniment Axel. Encore une fois, c'était hyper envoûtant. Merci beaucoup. Au plaisir de te réinviter, peut-être sur comment créer une fiche optimisée sur Fiverr. Je ne sais pas si tu as des petits tips à nous donner. Si, ça c'est aussi dans mes cordes, donc avec plaisir. Écoute, avec plaisir, on s'en parle par mail. Et puis encore une fois, merci beaucoup. On va poster le replay assez rapidement. Si tu veux bien m'envoyer la présentation, je la rajouterai également dans les ressources. Et puis pour ceux qui sont encore là, ceux qui sont apprenants Web My Day, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un petit message ou à envoyer directement à Axel si elle est dispo sur LinkedIn. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Salut, au revoir.